Nous avons montré au monde entier que nous ne sommes pas fiables. On ne peut pas nous faire confiance. En un simple coup de stylo, les banques de New York ou d'ailleurs aux États-Unis peuvent en gros vous priver de vos fonds. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Alors, libérer ces fonds, j'y suis totalement favorable, à 100%. Il faut mettre fin à cette pratique qui consiste à bloquer arbitrairement l'accès à l'argent de pays étrangers qu'on n'aime pas, pour une raison ou une autre. Sur ce point, je suis en total désaccord avec les gens de Washington et leur façon de penser. Mais en même temps, moi je veux vivre dans un autre monde que celui qui leur convient. Je ne veux pas vivre dans un état de conflit permanent avec d'autres peuples, surtout quand il n'y a aucune raison à ça. Je veux pouvoir faire des affaires avec tout le monde. Je le répète sans arrêt, et les gens me regardent en me disant « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Je dis exactement ce que je pense. Nous voulons du commerce. Maintenant, il faut organiser ça d'une manière qui soit bénéfique pour les deux parties. Il y a des façons de le faire sans forcément sanctionner tout le monde. Ça, c'est une partie du problème. La deuxième, c'est que vous avez peut-être raison. Au bout du compte, il ne pourra pas tout obtenir et il devra peut-être se retirer. Mais qu'est-ce que ça veut dire se retirer? Est-ce que ça veut dire renoncer aux sommes énormes que vous versez régulièrement à Israël? C'est ça, la vraie question. Tout le monde au Congrès se lèvera pour dire « Ah non, on ne peut pas faire ça ». Ce qui veut dire que si Israël a accès à un financement illimité pour faire tout ce qu'il veut, son comportement ne changera pas. Si vous voulez vraiment influencer le comportement d'Israël, il faut s'attaquer à la question du financement. Eh bien, on verra si ça va vraiment se produire. La prochaine chose qu'on attend, c'est de voir quand Trump va enfin présenter tout ça. À ce moment-là, on pourra dire que ce n'est plus une fuite ou une rumeur, mais bien ce qu'il a dit, et on pourra l'examiner. Mais Trump ne fait pas la une aujourd'hui seulement pour ça. Il est aussi au G7 en ce moment. Et je voulais juste le mentionner parce que Zelensky est là aussi. Encore une fois, je ne sais pas trop pourquoi. Zelensky dit que le G7 est d'accord pour dire que la Russie ne gagne pas la guerre et qu'ils ont parlé de nouvelles sanctions. Alors, que pensez-vous de la position de Trump là-dessus et de la question de savoir si de nouvelles sanctions vont vraiment aider? Je pense que le président Trump a compris qu'il est un menteur colossal. La guerre est perdue. L'Ukraine n'a d'aucune manière aucune chance de vaincre militairement les Russes. Je crois qu'il le sait. Et je pense aussi qu'il sent que tout ça, c'est un retour en arrière. Un peu comme si on visitait le musée d'histoire naturelle. Le G7, c'est qui aujourd'hui? Ce ne sont plus forcément les grands acteurs influents qu'ils étaient autrefois. Le monde a énormément changé. Et, vous savez, quand on parle du Japon, les Japonais sont dans une situation très difficile. Ils nous l'ont dit très clairement. Si vous essayez de nous empêcher d'avoir accès au pétrole russe dont nous avons besoin en ce moment au Japon, eh bien, on vendra simplement le reste de votre dette. Et vous savez, notre marché obligataire est déjà très fragile. Il suffit d'écouter les analystes. Choisissez votre analyste, peu importe lequel. Ray Dalio, Luke Gromen, Grant Williams ou n'importe lequel d'entre eux, ils reviennent tous à la même question. Que fait le marché obligataire? Parce que c'est lui qui a toujours servi de baromètre tout au long de notre histoire. Et beaucoup de ces États européens ont aujourd'hui un pied dans la tombe financière. Franchement, imaginez Starmer venir à un événement comme celui-ci. Il a à peu près autant de crédibilité qu'Al Capone. Laissez tomber. Je pense que le président Trump observe un peu tout ça. Il saisit certaines choses de manière intuitive, à quel point, je ne saurais pas le dire. Mais je crois qu'il comprend. Il comprend que tout ça, c'est le passé, pas l'avenir. Et je pense qu'il voit bien que c'est aussi vrai au Moyen-Orient. On ne peut pas lutter contre l'avenir indéfiniment. Si on s'obstine à le faire, tôt ou tard,
C'est lui qui finit par nous détruire. Alors, laissez-moi vous poser cette question sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Évidemment, le président Trump arrive au pouvoir en disant « Oui, je vais régler ça, on va en finir en une journée ». Puis c'était 100 jours et ainsi de suite, sans fin. Et maintenant, 17 mois plus tard, on en est là. En gros, il dit « Bon, je m'en lave les mains, je ne fais plus rien ». La veille de son départ pour le G7, ça n'a pas beaucoup fait la une ici, parce qu'il se passait tellement d'autres choses. Mais Vladimir Poutine a pris l'initiative d'un appel téléphonique et ils ont parlé pendant environ 1 heure. Et Poutine évoquait des pistes, des moyens qu'il pensait pouvoir utiliser pour essayer de mettre fin à tout ça. Et je pense qu'il a fait ça en amont. C'était soi-disant pour souhaiter un joyeux anniversaire à Trump, mais en réalité, c'était juste avant le G7. Et puis on peut voir les gros titres d'aujourd'hui. On a l'impression que ça n'a pas changé grand-chose, parce qu'on lit « Trump annonce un retour rapide aux sanctions sur les réserves de pétrole russes, alors que le G7 se recentre sur l'Ukraine. » Et tu vois, toute cette histoire, encore une fois. Je me souviens, Doug, toi et moi, on en parlait il y a bien plus d'1 an. Les Européens n'arrêtent pas de revenir à ces sanctions. Les 18 premières vagues n'ont rien donné. Ensuite, ils ont lancé la 19e, censée tout changer. Puis la 20e, qui n'a rien changé non plus. Et maintenant, la 21e, ils essayent encore une fois. À quel moment vont-ils se rendre compte qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis? Vous savez, à la fin de la conférence de Potsdam, Roosevelt était vraiment dans un sale état et il n'a pas vécu très longtemps après. Il parlait avec l'amiral, qui était à la fois son principal conseiller militaire et en pratique, le président des chefs d'état-major interarmés. Et cet amiral a dit au président Roosevelt, « Monsieur le Président, ces accords que vous avez signés avec les Soviétiques, personne ne croit que les Soviétiques les respecteront un jour. Personne ne pense que c'est bon pour l'Occident, ni pour les États-Unis et nos alliés. » Et finalement, c'était l'amiral Leahy, Roosevelt s'est tourné vers lui et lui a dit « Je sais, mais je suis tout simplement trop épuisé pour me battre encore. » Et bien sûr, peu de temps après, il est décédé. Il était fatigué. Il n'aurait pas dû être président. Il n'aurait jamais dû faire ce dernier mandat. On ne peut rien y changer. Je ne sais pas où en est le président Trump. Je pense qu'en ce moment, il se concentre très étroitement sur le Moyen-Orient. S'il parvient à y obtenir un certain succès, peut-être qu'il se tournera ensuite de nouveau vers l'Ukraine. Mais pour l'instant, je crois qu'il a décidé de gérer les choses une par une. Donc le fait qu'il dise « je vais aller dans ce sens » signifie simplement qu'il n'a pas le temps de s'en occuper maintenant, qu'il ne va pas se battre contre ce groupe-là, qui préfère se concentrer sur ce qu'il fait en ce moment au Moyen-Orient. Et je pense que c'est exactement ce qui se passe. Alors la vraie question, c'est où est-ce qu'on va à partir de maintenant? Je pense qu'il y a quand même une certaine logique. Je sais que Gary cherche à voir si on a un extrait précis, parce qu'après ce que tu viens de dire, on dirait vraiment qu'il penche un peu dans cette direction. Mais à un moment donné, il va bien falloir qu'il fasse quelque chose. On peut toujours essayer de repousser le problème. Mais en fait, je vais le formuler autrement. Est-ce qu'on peut vraiment continuer à repousser indéfiniment, sans s'en préoccuper, et laisser passer encore 2 ans et demi de Trump pendant que l'État s'enlise? Est-ce qu'on peut tenir comme ça? Eh bien, je pense qu'on peut le dire franchement, en Europe. L'accord en Europe pour le président Trump, c'est le suivant. Il a affaire à des dirigeants qui sont à la tête de désastres financiers, économiques, sociaux et culturels dans leur propre pays.
La plupart des dirigeants présents à cette conférence ne vont pas tenir très longtemps. Je suis même surpris que certains soient encore là. Quand je regarde Merz, je suis choqué. Quand je regarde Macron, j'en reviens pas. Et Starmer, c'est insensé. Donc, il va y avoir des changements majeurs, des secousses profondes après ce G7 partout en Europe. Il suffit de regarder ce qui se passe en Irlande, dans le sud comme dans le nord, ou encore récemment à Glasgow. On assiste à une véritable censure de l'information, imposée par ces dirigeants mondialistes qui ne veulent pas que le monde sache qu'à l'intérieur de l'Allemagne, de la France, des Pays-Bas ou du Royaume-Uni, il y a un profond mécontentement face à ce qu'on fait subir à ces sociétés. Entre le problème massif de l'immigration, la mauvaise gestion des finances et cette absurdité qui consiste à vouloir provoquer une guerre contre la Russie, tout cela est en train de se dérouler. Alors, est-ce que le président Trump est informé de tout ça? Est-ce que quelqu'un lui en parle? Je n'en sais rien. Mais je pense, pour les raisons que je viens d'évoquer, qu'une grande partie de ce qui ne va pas en Europe finira par se résoudre. Et ce ne sera pas par la force militaire. Ce ne sont ni les Russes, ni nous qui allons résoudre ce problème. Il sera réglé de l'intérieur, dans ces pays-là. Et les gouvernements qui arriveront au pouvoir n'auront absolument aucun intérêt à faire la guerre à la Russie parce que leurs populations ne veulent pas de guerre. Alice Weidel a prononcé plusieurs discours vraiment excellents. Est-ce qu'elle finira par diriger ce pays? Je n'en sais rien, on verra bien. Mais elle a montré la voie. Elle marque le début d'un changement, non seulement en Allemagne, mais je pense dans toute l'Europe. Elle dit clairement, dès qu'on aura le pouvoir à Berlin, on ira en Russie. On va établir de nouveaux accords, on veut importer de l'énergie, on veut mettre fin à la désindustrialisation de l'Allemagne, on veut remettre les gens au travail. Et nous allons nous attaquer à ce problème difficile et désagréable. Rassembler des millions de personnes qui n'ont pas leur place dans ce pays, qui n'auraient jamais dû être admises, et les renvoyer chez elles. Voilà ce qu'elle dit, parce qu'il faut rétablir l'état de droit en Allemagne. Toi et moi, on a vécu en Allemagne. J'ai passé presque 8 ans de ma vie là-bas, par période. C'est un pays où jusqu'en 2015, même avant ça, on n'avait plus à se soucier de l'état de droit. Je veux dire, les policiers ne pouvaient pas être achetés. Ça leur serait même pas venu à l'esprit. Il n'y avait pas de corruption, et l'application de la loi était immédiate, uniforme, juste et efficace. Ça a changé, et ils ont rétabli ça. Ils le savent. Donc je pense que l'Europe est sur le point de vivre un changement révolutionnaire à l'échelle de 1848. Et ça va résoudre une partie de ces problèmes. Quand je dis une partie, je parle du problème de la guerre avec la Russie. Ce problème va disparaître, complètement disparaître. Et quand ce sera le cas, les fonds de Zelensky vont s'assécher et il n'aura plus aucun soutien. Il trouvera bien un avion, j'en suis sûr, et il partira vite pour quitter la ville. Il ressemblera à nos amis de Kaboul à la fin, croyez-moi. Il n'a aucun soutien dans l'ouest de l'Ukraine. Les gens là-bas en ont assez. Vous avez vu les photos, vous avez vu les vidéos. Les gens ne veulent rien avoir à faire avec cette guerre. Et lui, il essaye de pousser les Européens à renvoyer les Ukrainiens qui vivent à l'étranger, des hommes, des jeunes célibataires, pour aller se battre. Eh bien, je pense que certains aimeraient surtout faire partir ces jeunes Ukrainiens célibataires pour libérer des emplois pour leurs propres citoyens. Mais je ne crois pas qu'ils vont envoyer des Ukrainiens mourir inutilement dans l'est de l'Ukraine, dans une guerre contre la Russie que l'Ukraine n'a aucune chance de gagner. Je pense que le président Trump a bien compris ça. Mais encore une fois, pourquoi irait-il se mettre dans une telle situation pour ça maintenant? Il a déjà des problèmes au Moyen-Orient à régler, et je pense qu'il va d'abord essayer de s'en occuper. Eh bien, on lui souhaite évidemment bonne chance sur ce point aussi.
Intéressant. Alors le président Trump, apparemment en marge du G7, a rencontré brièvement Zelensky. Qui sait ce qu'il lui a dit? Il faudra attendre pour le découvrir. Mais voici ce qu'il a déclaré il y a quelques jours à propos de la situation en Ukraine. Est-ce que vous allez accorder une attention particulière à l'Ukraine? Eh bien, on va regarder ça. Jusqu'ici, on était concentré sur l'Iran. Mais ça, c'est du passé maintenant. On n'a tout simplement rien à voir avec ça. On leur vend des armes. C'est tout. On ne leur en donne même pas. Obama leur a donné pour 350 milliards de dollars de ce qu'il leur a offert, ce qui était insensé. L'Union européenne, elle, nous paie le plein tarif pour les armes. Mais c'est pas ça le sujet. Ça n'a aucun impact sur nous, à part le fait qu'on leur vend des armes. On est à des milliers de kilomètres de là. Gary en avait un d'aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose d'il y a quelques jours. Ça, c'est d'aujourd'hui. Voilà le problème. Woodrow Wilson a ouvert ses marchés de crédit à la France et à la Grande-Bretagne, mais aussi à l'Allemagne. Sauf qu'il savait, pendant la Première Guerre mondiale, que les Allemands ne pourraient pas quitter l'Allemagne pour venir aux États-Unis obtenir du crédit chez nous. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a en réalité alignés très tôt sur les Britanniques et les Français dans leur guerre contre l'Allemagne. C'était malhonnête et c'était destructeur parce qu'en 6 mois à peine, la France et la Grande-Bretagne étaient à court d'argent. Le président français, en 1914, quand on lui a demandé après le début de la guerre combien de temps cela va durer, il a dit, eh bien, 6 à 8 mois plus tard, il n'y avait plus d'argent. Alors, on a comblé le déficit, ce qui nous a permis de prolonger la Première Guerre mondiale, et on en a tiré profit, exactement comme le décrit le président Trump. C'est moralement répréhensible. C'est mal, et il ne devrait pas faire ça. Mais les actes moralement répréhensibles sont assez courants à Washington, et l'enrichissement personnel semble aujourd'hui l'emporter sur toute considération morale des deux côtés de l'échiquier politique. Mais je pense qu'il faut que les gens comprennent que nous avons joué un rôle déterminant dans le fait que cette guerre, commencée en 1914, ait duré aussi longtemps et qu'elle ait finalement conduit à la destruction complète de l'Europe centrale et orientale. Et on sait très bien ce que ça a donné. Ça a amené le communisme au pouvoir en Russie, puis le national-socialisme à Berlin. C'était idiot, absurde, insensé. Donc il doit y mettre fin, et c'est ce qu'il devrait faire au plus vite. Tu parles de l'importance de couper les Israéliens de l'argent, des munitions et des armes qu'ils utilisent pour détruire leurs voisins. Eh bien, c'est tout aussi important de couper l'aide à l'Ukraine. Si on ne le fait pas, tôt ou tard, les Russes, et je pense que l'Europe finira par revenir à la réalité, mais d'ici là, encore plus de gens mourront inutilement. C'est justement ce que je voulais vous demander. Je crois que c'est ma dernière question. Je sais qu'on manque un peu de temps. On peut imprimer de l'argent, on peut fabriquer des armes, on peut lancer des frappes à longue portée, et tout ça, mais on ne peut pas imprimer des hommes. Et chaque jour, des Ukrainiens meurent. Dieu seul sait combien exactement. On parle clairement de centaines de milliers de morts, et on ne sait même pas combien d'autres sont blessés. Il doit bien y avoir un moment où, peu importe combien d'argent ou d'armes on envoie là-bas, ça ne changera plus rien. Est-ce qu'il n'y a pas un point où, par simple nécessité, le camp ukrainien finira par s'effondrer? Eh bien, il y a tellement d'argent. La question c'est, comment on met fin à tout ça quand on est russe? Et je pense que la réalité commence à s'imposer. Si les Européens ne retrouvent pas la raison, il faudra traverser le fleuve et entrer dans Kiev. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas faire.
Et il faut se rappeler que, dans l'esprit du président Poutine, il y a toujours eu cette idée non seulement d'épargner des vies, il tient à préserver les vies russes, mais aussi, contrairement à ce que beaucoup pensent, d'éviter des pertes ukrainiennes. Et puis il y a un autre facteur qu'il doit prendre en compte, l'OTAN, parce qu'il y a ces fous qui ne cessent de parler d'une guerre avec la Russie. On vient d'avoir la démission du ministre britannique de la Défense, et il a reconnu, en privé comme un peu publiquement, que le ministère britannique de la Défense est à sec. Les forces armées britanniques sont en ruine. Ils n'ont plus rien pour se battre. Franchement, quelle surprise. Bon, regardons un peu le reste de l'Europe. Les Français s'en sortent un peu mieux, oui. Mais sont-ils prêts pour une vraie guerre contre la Russie? Bien sûr que non. Et l'Allemagne? Allons, n'en parlons même pas. Ils ont écarté tous les nationalistes de l'armée et les populations européennes, dans l'ensemble, ne veulent ni de conscription, ni d'aller se battre où que ce soit. Au bout du compte, je pense que le président Poutine décidera probablement d'agir d'une manière ou d'une autre. Et ça, ce sera utilisé contre la Russie. Tu vois, c'est bien là le problème, Dan. Les Russes pourraient aller à Kiev dès demain. Et s'ils le font, les gens diront « Regardez, Poutine veut conquérir l'Europe de l'Est. » C'est complètement absurde, ça n'a jamais été vrai. Mais il se peut qu'il n'ait pas le choix, parce que ce régime criminel ne disparaîtra pas tant qu'il aura de l'argent, du matériel et du soutien. Et d'ailleurs, on pense qu'ils ont au moins 40 à 50 000 mercenaires sur le terrain en Ukraine, qui se battent pour l'Ukraine. Ils n'arrivent pas à trouver assez d'hommes ukrainiens pour se battre pour leur propre pays. And it's astonishing that there could be that many, because the Russians have made it clear if they capture a person who is a mercenary, who is not Ukrainian, that person can be executed under Russian law as a terrorist. So it's astonishing to me that this thing continues. It's a meat grinder. It's just a blood-absorbing sponge that makes no sense. And I'm saddened by Donald Trump's readiness to just sign off on more stupidity for Ukraine. I'm saddened by the people on the Hill that run around with these little flags on their lapels without understanding what they're doing and what the consequences are for the people in Ukraine. But that's the way it is. C'est vrai. Vous avez encore un peu de temps pour une dernière question? One more, yeah. D'accord. Très bien. Voilà ce que Hicks a dit sur la durée pendant laquelle on peut tenir. Voilà ce qu'il a dit sur nos stocks de munitions. Ne t'en fais même pas pour ça. Nous renforçons à fond notre arsenal de la liberté. On construit plus vite. On ouvre le Pentagone. On traverse toute la bureaucratie du Pentagone pour obliger l'industrie à accélérer. Mais il y a une vraie crise dans ces stocks en ce moment. En ce moment, il y a une crise concernant les stocks dans le secteur privé. C'est une histoire fabriquée que les médias veulent vendre. Et au final, nos réserves sont excellentes. Il a dit qu'il n'y a pas de crise, Doug. Il a dit qu'il n'y avait pas de crise, qu'on pouvait simplement continuer. Est-ce qu'il dit la vérité? Dans son esprit, je pense qu'il se sent obligé, en tant que secrétaire à la guerre, de dire à tout le monde « Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il n'y a pas de crise. » En réalité, il faut regarder l'ensemble des missions, des équipements, des munitions et des armes. Et là, on commence à voir qu'on arrive à un point où il n'est plus dans notre intérêt de puiser trop profondément dans ces stocks. On a déjà épuisé beaucoup, vraiment beaucoup, disons-le comme ça. On a épuisé la profondeur de nos capacités, de nos réserves. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est dangereux. Je veux dire, si on part du principe qu'on pourrait devoir se battre, peut-être même mener une grande guerre conventionnelle de haut niveau, alors oui,
On n'a pas assez de stock. Et il faut bien garder en tête qu'on n'a pas mobilisé le pays et qu'il n'y a aucune raison de le faire. Souvenez-vous, au début, quand on parlait de la Russie, on disait que les Russes allaient manquer de ceci ou de cela, que la semaine suivante, ils n'auraient plus rien, et que 2 mois plus tard, tout serait fini pour eux. Eh bien, Poutine a mobilisé son industrie. Il n'est pas allé jusqu'à une mobilisation totale, mais il a fait une mobilisation partielle. Nous, on ne l'a pas fait. Est-ce qu'on pourrait le faire? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on en a besoin? Non, pas du tout. Je n'aurais sans doute pas dit les choses comme lui. En gros, il disait « Ne regardez pas ici, tout va bien, on est au top, on est l'arsenal de la liberté. » D'accord, merci coach. On va aller sur le terrain et faire de notre mieux. Mais tu vois, dans la Washington, on a besoin de moins d'hyperbole. On a besoin de faits, mais aussi d'une évaluation équilibrée. Et la meilleure évaluation équilibrée que je puisse donner, c'est est-ce qu'on atteint des niveaux critiques dans certains domaines? Oui. Est-ce qu'on peut corriger ça? Oui. Est-ce qu'on agit pour y remédier? Oui. Question suivante, ça suffirait. On n'a pas besoin d'un discours de supporter. Et apparemment, c'est tout ce qu'on aura pour aujourd'hui. Mais c'est aussi tout le temps dont on dispose. Merci d'avoir accepté de rester un peu plus longtemps avec nous, Doug. C'est toujours très apprécié. D'accord, merci. Alors, pour ceux qui veulent en voir plus, vous pouvez retrouver Doug sur sa page Substack où il publie ses articles sur mcgregorwarrior.substack.com. Merci beaucoup, Doug. Merci. Au revoir. Et merci à vous aussi. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait avant de partir. On vous tiendra au courant de tout nouveau développement, que ce soit sur la situation en Iran ou sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On se retrouve la prochaine fois dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille d'actions. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez ça avec quelqu'un que vous aimez.